Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Point de Vue pour une nouvelle semaine de débats, de controverses sur 4 sujets dont je vous propose de découvrir la teneur en images. On attend incessamment un remaniement gouvernemental à la suite de la démission de Gérard Collomb. Un remaniement pour quoi faire? Pour changer de politique ou bien simplement pour essayer de mettre fin à une forme de désordre? On se posera la question. On s'intéressera aussi au réchauffement climatique avec ce nouveau rapport des experts du GIEC qui disent que le réchauffement pourrait être plus élevé que prévu. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il nous faut tout changer dans nos manières de vivre? Vous nous donnerez votre point de vue. On s'intéressera aussi à ces éléments assez divers, mais peut-être qui font système, comme on dit aujourd'hui, avec le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui est largement en tête du premier tour des élections présidentielles au Brésil, avec Marine Le Pen qui rencontre Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, avec Steve Bannon qui essaie de fédérer les populistes en Europe, c'est la une du Figaro de ce matin. Est-ce que tout ça représente un même mouvement ou pas? On le verra. Et puis on parlera de Michel Onfray, le philosophe a envoyé une lettre assez spéciale à Emmanuel Macron avec des métaphores sexuelles assez explicites. Ça lui vaut une déprogrammation sur la télévision publique, sur France 5. Cette censure est-elle bienvenue? Nous nous efforcerons de répondre à cette question avec nos 4 invités que je vais vous présenter tout de suite. Bonsoir Anne Fulda. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, responsable entre autres de la rubrique Portrait. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un portrait dans un livre, Portrait d'Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, c'est peut-être ironique. En tout cas, ça a été publié chez Plomb. On en est à 11 traductions, dont la dernière en japonais. Ouais. Respect. Richard Bouygues est là aussi, bonsoir. Vous êtes premier adjoint socialiste à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Vous êtes un expert de la Fondation Jean Jaurès. L'une de vos spécialités, c'est le sport, la société. Vous avez d'ailleurs écrit en collaboration « Le foot va-t-il exploser ?» ouvrage publié aux éditions de l'Aube et à la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir Marin de Viry. Bonsoir. Vous êtes écrivain, critique littéraire, membre du comité de direction de la Revue des Deux Mondes. Votre dernier ouvrage, Un roi immédiatement, a été publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Et Perico Légas est là aussi. Bonsoir Perico. Vous êtes journaliste, critique gastronomique, rédacteur en chef de la rubrique Vin et gastronomie à Marianne. Votre dernier livre, À table citoyen, pour échapper à la malbouffe et sauver nos paysans, a été publié aux éditions du Cerf. On attend incessamment sous peu, en tout cas avant le Conseil des ministres de mercredi prochain, un assez large remaniement ministériel. Est-ce que c'est un simple péripétie dans la vie du gouvernement ou est-ce que c'est le reflet d'un certain désordre? Écoutez ce qu'en pense Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre. Pour lui, c'est quand même un peu le bordel. Le centre droit qui le soutient en partie est désorganisé. Son noyau dur En Marche est toujours en phase d'adolescence. Et puis la social-démocratie, le centre-gauche, s'évapore. Donc il est clair que le président de la République n'a pas les leviers humains aujourd'hui nécessaires. Trouvez-vous qu'il soit normal d'attendre 8 jours pour changer un ministre de l'Environnement, d'attendre je ne sais combien pour un ministre de l'Intérieur? Donc on voit bien qu'il y a un problème de ressources humaines. Ça, c'est une question d'organisation politique. Anne Fulda, ça sert à quoi ce remaniement? Ça sert à remettre un petit peu de désordre dans cette organisation un peu désordonnée que décrit Jean-Pierre Raffarin? Oui, ça sert à ça, parce que d'abord, il n'y a pas le choix. Lorsqu'il y a 2 ministres d'État qui partent successivement, politiquement, ce n'est pas rien, ça a une signification politique. Même si le premier, Nicolas Hulot, avait été remplacé. Elle avait été remplacée lors d'un remaniement dit technique, effectivement. Mais enfin, lorsqu'il y a un 2e ministre d'État à si peu de distance, qui lui aussi démissionne, quelles que soient les raisons, ça devient un problème politique. Voilà. Donc, outre le problème de remplacer les gens, il faut cette fois-ci que ce remaniement ait un sens politique. Parce que visiblement, il faut que le président de la République et son Premier ministre commencent à faire de la politique. Et donc, ce remaniement, évidemment, servira à remplacer Gérard Collomb, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais il doit permettre aussi de sauver la face, aussi, finalement, parce qu'il y a eu, ça a été 2 camouflets, tout ça sur un fond d'été assez dramatique, avec une chute dans les sondages qu'on ne cesse de constater. Certes, on ne doit pas gouverner le nez sur les sondages, mais enfin, il y a un moment où ça a un sens. Donc ce remaniement va servir, je pense, à refaire de la politique aussi. Et je ne pense pas que ça sera une nouvelle politique, mais ça sera une forme de nouvel emballage, en tout cas. Est-ce que ce sera une nouvelle politique? En tout cas, il y en a un qui n'y croit pas une seconde, qui n'imagine pas que le gouvernement puisse changer de ligne. C'est Alexis Corbière, le député de la France Insoumise. Il était ce matin au Talk Le Figaro chez notre ami Yves Tréhard.
J'ai l'impression que ce gouvernement, que ce soit M. Macron, M. Philippe, veut continuer dans la même voie. Personne n'a fait entendre de manière significative une autre orientation. De ce que je vois à l'Assemblée nationale, de toute façon, c'est la même ligne qui continue. C'est-à-dire, c'est une ligne que vous qualifiez de quoi ? Qui considère que le problème de ce pays, c'est que le Code du travail est un obstacle, il y a trop de règles, trop d'aides sociales qui sont données. Bon. Richard Bouygues, ce remaniement, c'est comme dans le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change ou que tout demeure ? Oui, c'est peut-être un petit peu ça, mais en même temps, c'est une vraie question qui est lancée. Est-ce que le macronisme, finalement, peut se réinventer, peut se réinitialiser ? À la limite, tous les facteurs montrent qu'il faut bouger. L'opinion décroche, la politique n'est pas comprise, voire est contestée. On a le président des riches qui s'est installé comme étant la marque et le slogan autour de la politique menée depuis 1 an et un peu plus. Voilà, la question est finalement, est-ce que ce remaniement peut être l'occasion pour Emmanuel Macron d'inverser les choses et de réimaginer une politique ? Le peut-il ? Oui, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, on va dire. Mais le veut-il ? C'est une autre question. Et sur celle-là, je ne suis pas sûr qu'il ait donné aujourd'hui les signaux de cette autre politique. Or, si c'est effectivement un concours et un casting, on va en fait avoir la même politique avec probablement les mêmes erreurs à la fin. Si c'est pour changer durablement sa politique, ça va, là encore, être difficile à faire comprendre aux Français. Et d'autre part, je ne suis pas sûr que ce soit ni les intentions du président, ni même celles de son Premier ministre. Je vous pose la question, puis après, on pourra faire un tour de table. Si vous étiez Premier ministre, qui feriez-vous entrer aujourd'hui dans ce gouvernement ? C'est une bonne question, mais je ne suis pas forcément le plus à même pour répondre à cette... Des socialistes ? Il y a une tentation, je pense, dans les choix possibles, dans les scénarios possibles d'Emmanuel Macron, d'aller chercher encore un socialiste, d'aller chercher encore à gauche quelque chose pour justement un petit peu édulcorer avec un fond social sa politique. Mais je pense qu'on arrive aussi là un petit peu au bout de l'exercice. Eric Olégas, qui feriez-vous entrer dans ce gouvernement si vous en étiez le patron ? Oh, j'aurais pris une mesure bien plus radicale que ça. J'aurais supprimé le gouvernement. Non, j'aurais dissous l'Assemblée nationale et je serais reparti devant les électeurs. Quand on a un groupe de 358 députés qui ne pèse que 14,87% des inscrits, on manque, c'est totalement légal, hein, c'est le gouvernement de la République, on manque de légitimité démocratique. 14,87%, c'est des inscrits, le score, des inscrits, au premier tour, les des électeurs inscrits qui ont voté pour La République En Marche aux législatives. Aux législatives. Les autres n'ont pas mieux. Mais quand on a 358 députés, un remaniement, c'est quand il y a, soit on change d'orientation, 84, on dit voilà, on change, d'ailleurs on change même de Premier ministre, soit on redistribue à l'intérieur de la majorité, et donc on remanie parce qu'il faut faire rentrer. Là, on a une majorité qui est pléthorique, 358 députés, on voit pas ce qu'il va remanier. En fait, je vois pas pourquoi il remanie. Pas de dissoudre aujourd'hui. Non, enfin non, il pourrait dire j'ai besoin. Il faut être fou politiquement quand on sait ce que... D'accord, mais attendez, il faut qu'il Le dernier qui a fait ça, c'était Chirac en 97, ça lui a pas réussi. Hein. Alors, je vais vous dire, je suis un peu cynique. Ouais. Du coup, je rentre dans une cohabitation, je vais à Rambouillet, je laisse le merdier se débrouiller, et en 2022, j'arrive frais comme une colombe, et je dis... Non, alors attendez, le remaniement, pourquoi il remanie ? Il a tous les pouvoirs, on remanie quand on a besoin de changer de ministres qui ont pris des décisions contraires, quand on a un Premier ministre qui dit... Il a tous les pouvoirs, c'est des marionnettes les ministres, ils ne servent à rien. Donc on remanie parce ce sont des fusibles qui ont sauté, et il va en profiter pour dire... Vous savez, qui c'est qui nous avait dit « j'ai changé » ? C'est Sarkozy, je crois, dans un meeting. Oui. Il a changé, et il va nous faire un gouvernement miracle. Le premier, finalement, était un loupé. Et là, il va nous faire le vrai gouvernement de la France au bout de 14 mois. On attend pour voir, ça doit être passionnant. Marin de Viry, c'est un remaniement pour rien ? C'est une mesure d'organisation, c'est ce que je dirais. Ça n'a pas véritablement de signification politique très lourde. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on manque de candidats de qualité, en fait. C'est un peu ça qui me fait peur, d'une certaine façon, et qui m'attriste. C'est que où sont les gens qui peuvent remplacer Collomb, voire faire mieux que Collomb, ce qui semble-t-il est possible, ou ceux qui pouvaient faire mieux que Hulot. Bon, on a trouvé Rugy, ça me paraît pas non plus ce qu'on aurait pu trouver de mieux. Bref, j'ai un problème de casting, si vous voulez, pour le remaniement. J'ai l'impression qu'on va nous sortir des personnalités finalement à qui il manque de l'antériorité, à qui il manque de l'originalité, à qui il manque de la réflexion et à qui il manque de l'ancrage, quoi. Voilà. Il avait quand même de bons ministres qui étaient Blanquer et Hulot. Ils avaient des vrais projets, des vraies compétences. Blanquer, c'est toujours là. Parfait. Et puis parfait, vous voyez, oui. Il nous fout des Blanquer, quoi. Mais comment ça se fait, Anne Fulda, qu'on ait apparemment du mal à trouver des candidats de valeur ? Est-ce que c'est parce que Emmanuel Macron, finalement, a un parti assez jeune, donc il n'a pas de fidèles autour de lui ?
Il y a sûrement, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il aime s'entourer. Il a quand même été élu sur la promesse d'un nouveau monde et donc l'effacement de l'ancien monde. Donc il ne peut pas s'appuyer sur ceux de l'ancien monde. Or, dans l'ancien monde, il n'y avait pas que des nazes, si je puis me permettre. Donc ça peut servir aussi parfois d'avoir un peu d'expérience. D'ailleurs, d'une certaine façon, Gérard Collomb, quand il est parti, il lui a reproché un petit peu cette manière de gouverner, cet autoritarisme, cette manière de gouverner avec des crânes d'œufs technocrates, parisiens, arrogants. Donc dans ce remaniement, il peut servir, bon, c'est un signal politique, ça dure 2 jours, ça a un effet qui ne sera pas, les Français, ça va pas leur changer leur vie, ça c'est sûr. Néanmoins, ça peut être un signal politique. S'ils nomment des technocrates sans envergure, ça n'aura pas beaucoup d'effet. S'ils nomment des personnes qui sont reconnues comme compétentes dans leur domaine et qui savent aussi parler aux Français, parce que ça, c'est important, c'est le problème aujourd'hui. Enfin, il y a certains ministres qui s'en sortent bien, tel Blanquer, tel Agnès Buzyn aussi, mais c'est quand même le problème de ce gouvernement et de ce président de la République, c'est qu'il ne sait pas parler aux Français et à la France. Oui, en tout cas, les Français ne comprennent pas très bien la façon dont il leur parle, que ce soit à Colombey-les-Deux-Églises ou ailleurs. Quelques commentaires un peu narquois de nos internautes sur Twitter, sur le Figaro.fr. Christian nous dit « Tous les ministres attendus sont inconnus au bataillon ». Christian, le même, constate que Macron grille déjà la cartouche du remaniement. Gepetto spécule sur une éventuelle entrée de Bruno Julliard au gouvernement en disant « Voir un meneur de l'UNEF actif dans le rejet du CPE comme possible secrétaire d'État à l'éducation ». Alors là, Gepetto, c'est un scoop, parce que moi, je ne savais pas que c'était à ce poste-là qu'on pouvait l'attendre. J'avais plutôt entendu parler de la culture. C'est surréaliste. Et un autre internaute nous dit « Emmanuel Macron va dévisser encore dans les sondages ». Richard Bouygues, est-ce qu'on peut revenir un instant sur ces ministres venus de la société civile, experts, assez compétents? On pense à Jean-Michel Blanquer, on pense à Muriel Pénicaud ou à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Vous travaillez dans un think tank important, la Fondation Jean Jaurès. Est-ce qu'on a beaucoup de ces profils d'experts avec du sens politique qui pourraient devenir ministres? Probablement, mais l'expérience nous montre que ce n'est pas une équation qui marche mécaniquement et à tous les coups. Parce que là, vous avez cité ceux qui sont restés, mais on pourrait citer Laura Flessel qui est partie, on peut citer Nicolas Hulot qui a claqué la porte. Bref, c'était aussi le pari de cette société civile-là. La ministre de la Culture, pour qui ce n'est pas un succès complet. Exactement, on peut le dire. Et donc on a aussi, à un moment donné, quelque chose qui est dit à ce gouvernement, c'est que l'alchimie n'a pas prise et que finalement, à vouloir se séparer aussi peut-être de personnes qui avaient une expérience en politique pour composer une équipe gouvernementale, c'était peut-être une erreur. Et aujourd'hui, on a quand même une interrogation. Le système Macron était, à un moment donné, fondé sur ces nouveaux profils. C'est un système qui a explosé en vol. C'est un système aujourd'hui qui doit je pense, rénover. Et l'expérience en politique, c'est quelque chose qui est important. Et je crois que c'est un peu le message aussi de Gérard Collomb quand il est parti, avec tout ce qu'il y a derrière comme ambition pour Gérard Collomb. Mais il a quand même mis avec un petit caillou sur à la fois l'humilité, à la fois sur la proximité, Voilà, je crois qu'il racontait que l'inexpérience, à un moment donné, ne peut pas être la compétence recherchée pour les postes ministériels. Marine Giry, on a au moins une certitude dans ce remaniement, c'est que le Premier ministre, Édouard Philippe, va rester. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? C'est un peu une des bonnes surprises de cette première année de quinquennat Macron. Ah non, je crois que c'est... Les gars, c'est pas d'accord avec ça. Je dépend pour qui. Je crois que c'est une nouvelle très neutre. Enfin, ça paraît... C'est ni bon ni mauvais. Le Premier ministre a été nommé, il n'est pas viré au bout de 15 mois. Voilà, quoi. Il n'y a rien de particulier à ajouter. Moi, je vous dis, ce qui me frappe surtout, c'est le manque de calibre infra-Premier ministre, c'est-à-dire juste le niveau ministre d'État, quoi. On devrait en avoir 10 en réserve. C'est ma vieille lubie, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je connais un article formidable qui est l'article 20. C'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation, voulue par le général de Gaulle et Michel Debré. Ça n'a jamais été appliqué, sauf en période de cohabitation. Ce qui veut dire que la 5e fonctionne vraiment dans sa lettre en période de cohabitation. Est-ce que le président de la République peut se retirer un petit peu à Brégançon, il a plein de choses à faire, qu'il aille voir les électeurs, mais qu'il aille voir le peuple français, et il laisse le Premier ministre qui a 15 mois, il a prouvé qu'il avait quand même un peu de fond, qu'il le laisse gouverner. Je crois que l'autre, il demande que ça, de dire laisse-moi faire mes preuves, je vais faire l'équipe gouvernementale, tu vas la valider, et je mène une politique. On verra bien que de tirer les ficelles et Souvenez-vous, la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe, elle est précédée d'une déclaration du président de la République. Non mais c'est terrifiant. Quoi. Je tiens tout, je contrôle tout, on dirait le petit garçon.
garçon nerveux qui dit c'est mes jouets et tu n'y touches pas. C'est à moi. Je te prête ça, mais pas longtemps. Alors, on se tourne vers Anne Fulda, la biographe d'Emmanuel Macron. C'est pas trop son genre de se retirer sur l'Aventin. Non, je pense que c'est quelque chose qui est intrinsèquement en lui, qui est sa personnalité. C'est quelqu'un qui aime exercer son autorité, on l'a compris, on l'a vu. Néanmoins, là, peut-être qu'il comprendra, c'est un peu son intérêt de laisser le Premier ministre un peu plus sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, si effectivement il se passe comme ce qu'on a dit, une démission du gouvernement, ça impliquera qu'il y ait un discours de politique générale, une relégitimation du gouvernement. Cela peut permettre d'asseoir un peu plus le gouvernement et l'autorité d'Édouard Philippe, en tout cas vis-à-vis de ses troupes, avec toujours cette spécificité qu'il faut rappeler à chaque fois, c'est qu'il n'est pas, il est censé être le chef de la majorité gouvernementale, mais il ne l'est pas, puisqu'il n'est pas membre de la République En Marche. Et c'est quand même une étrangeté institutionnelle qui ne le renforce pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est ni Modem ni En Marche. Oui. Alors, la majorité, c'est le Modem et En Marche. Ça fout mal. Alors, quelques commentaires. C'est vraiment gaulliste dans tout ça. C'est que le Premier ministre n'est pas chef de la majorité parlementaire. Ça, je trouve ça c'est un vrai progrès. C'est un très rare progrès qui, à mon avis... On laisse le dernier mot à nos internautes, à Christian, qui trouve que la République En Marche ressemble au radeau de la Méduse. Arkouzgui et Macron qui va en promenade en Arménie, point d'exclamation. Pourquoi, point d'interrogation. Et un dernier mot à Antima, qui trouve que Macron est toujours un peu long pour former ses gouvernements. 1 semaine pour remplacer Hulot. Idem 7 fois. Plus que le radeau de la Méduse, Klaus Kinski dans Aguirre, la colère de Dieu, à la fin, quand il est avec les... Vous savez, il est tout seul sur son radeau. On espère que ce sera moins sanglant si mes souvenirs de ce film sont exacts. Je vais parler de la scène finale. Le réchauffement climatique, c'est un sujet qui revient régulièrement. Les experts du GIEC viennent de rendre publique une étude selon laquelle le réchauffement serait encore plus fort que ce qu'on imaginait. On pensait qu'on aurait un réchauffement de l'ordre d'1,5 degré d'ici 20 ou 30 ans. Finalement, ça pourrait être plus de 2 degrés. Bref, il y a le feu à la maison et il faut tout changer. Écoutez ce qu'en dit Jim Skea, c'est le co-président du groupe 3 du GIEC, c'est-à-dire un des spécialistes de ce thème. Limiting warming to 1.5 degrees C implies changes on an unprecedented scale. It means deep emission reductions in all sectors, the use of a wide range of technologies, behaviour changes, and a significant increase of investment in low-carbon options. Alors, il faut tout changer, nous dit-il, changer nos comportements. Est-ce que vous y êtes prêts? On vous pose la question à vous, chers internautes. Répondez-nous sur Twitter et sur Figaro.fr. On va aussi la poser aux invités sur ce plateau. Regardez ce panneau avec toutes les possibilités pour réduire son empreinte carbone. Alors, on peut changer ses ampoules, mais ça ne sert pas à grand-chose. On peut avoir un enfant en moins. Alors là, l'impact est réel. On peut changer de mode de locomotion ou bien renoncer à un vol transatlantique. Petit tour de table, vous êtes prêts à faire quelque chose de tout ça, vous tous, pour lutter contre le réchauffement, Richard Bouygues? Tout à fait, mais moi, il y a déjà des choses que j'applique. Donc, abandonner la voiture à essence, je l'ai déjà fait. Renoncer. Mais ça, on est obligé quand on est un élu parisien, non? Il n'y a pas d'obligation. On n'est pas forcé par Anne Hidalgo? Non, Anne Hidalgo n'est pas cette personne qui m'obligerait à ne pas avoir de voiture et ne pas avoir de voiture à essence. Il se trouve que je suis cohérent avec la politique qui est menée par Anne Hidalgo. C'est un petit peu différent. C'est moi qui le souhaite. Renoncer à un vol transatlantique, oui, pourquoi pas, si ça devait être fait et évidemment proposé. Acheter de l'énergie verte, oui, je le fais déjà. Donc ça, c'est quelque chose que je fais déjà. Abandonner la voiture électrique, non, parce que j'ai pas de voiture électrique, donc je ne l'abandonne pas, mais je ne l'ai même pas achetée, donc on va dire voilà. Et je prends que celles qui sont bien sûr dans la partie verte, donc celles qui ont le plus d'impact, puisque j'ai déjà fait des choses dans le sud. Donc oui, au-delà simplement du sondage, vous avez bien compris que ce qui nous est proposé, c'est de voir suite à ce rapport du GIEC, je rappelle juste, c'est un rapport qui a été commandé en 2015 pour qu'on puisse voir justement l'évolution aujourd'hui à 1,5 à 1,5 degré de plus, ce que donnerait un petit peu le panorama. Et ce que nous dit aujourd'hui ce rapport, et c'est le titre d'ailleurs de votre question, c'est qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change tout à 1,5 degré ou 2 degrés. À la fois, le niveau de la mer n'est pas le même. C'est 10 millions d'habitants qui sont impactés en plus, nous dit le rapport, selon qu'on passe de 1,5 à 2 degrés. C'est des étés sans banquise. C'est 1 tous les siècles à 1,5. C'est 1 tous les 10 ans si on est à 2 degrés de réchauffement. Pourquoi? Parce que quand on passe à 1,5,
il y a une accélération, on ne peut plus revenir en arrière, et donc les écosystèmes sont beaucoup plus fragilisés et ça s'accélère. C'est pour ça qu'il y a cette espèce d'urgence qui est donnée. Donc oui, il faut à la fois que les gouvernements, les États, mais je crois qu'on l'a bien compris lors de la COP21, l'agenda des solutions, ce que les citoyens, les associations peuvent mettre en place, ce que les villes peuvent mettre en place, pas que Paris, mais notamment Paris, est plus important finalement parfois que ces grands accords qui tardent à entrer dans les faits, même si on a remarqué que c'était plutôt une bonne évolution en 2015. Marin de Viry, il y a des choses que vous êtes prêts à faire ou à ne pas faire dans le petit listing là qu'on vous a proposé au début de l'émission? Alors, je ne sais pas, moi je m'en accuse au tribunal de l'écologie, mais en fait j'ai 4 enfants, je ne vois pas comment je pourrais en avoir un en moins. En fait. Ouais. Je veux bien ne plus en faire. J'en aurais fait que 3, oui. Voilà. Donc je ne comprends pas très bien le sens de la question pour les gens qui ont déjà des enfants. Sinon, on comprend bien ce qu'il y a derrière ça, hein. Il y a cette idée qu'il faut une forme de malthusianisme. Oui, il faudrait que je recommande au mien d'en avoir un de moins, oui, c'est ça. Voilà. Vous n'avez pas l'air enchanté. Non, je suis pas. Enfin, donc, et pour le reste, à vrai dire, je ne suis pas capable de vous dire que j'ai fait quelque chose dans ce domaine-là. Par contre, je suis capable de vous dire, parce que professionnellement, je vois beaucoup d'impact de changement climatique par exemple, sur le café, tout simplement. Tu prenais ça, c'est absolument dramatique. 2% de température en plus, durablement, sur les cafés, oui, sur le thé, c'est la même chose, etc., etc. Donc là, il y a vraiment des migrations liées à la destruction des cultures à travers le changement climatique qui sont déjà en train de se créer. Donc effectivement, il faut... Il n'y a pas vous aussi, ça. Oui. Il va y avoir des dégâts dans le monde de la drogue. Pierre Colégas, vous aviez la parole, vous la gardez. Je co-signe tout, c'est tellement insuffisant. C'est tellement plus grave que ça. Oui, c'est ça. Il faut repenser. Tout à l'heure, je suggérais la dissolution de l'Assemblée. Je suis pour des mesures maximalistes. Non, il faut repenser la croissance. C'est pour ça qu'on vous invite. Il faut repenser carrément la croissance néolibérale. Cette planète, avec cette dimension démographique et ce qui lui reste de ressources, ne peut pas faire face à l'avenir si on ne repense pas la croissance. Donc, je suis sensible aux théories de Pierre Rabhi. Voilà, une austérité heureuse, il faut tout repenser, mais il faut le faire. Parce que les COP21, s'il n'y a pas un gendarme qui vous donne un coup de règle sur les doigts, ça ne sert à rien. La Chine, les États-Unis sont un peu voyous dans cette logique. Donc, où il y a une vraie contrainte internationale avec une espèce d'ONU, où là, ils ne peuvent pas, un Conseil de sécurité environnementale, on peut toujours rêver, mais si on n'arrête pas tout de suite, vous savez, c'est le sketch de Fernand Reynaud, le mur se rapproche, ouf, il était temps. Là, maintenant, c'est plus ça. Là, c'était il y a 10 ans qu'il fallait faire ça. Il faut repenser la croissance mondiale et changer nos mœurs. Nous n'avons pas besoin de consommer autant de choses à une fréquence aussi proche. Voilà. Donc, il faut le repenser, nous, dans notre tout alimentaire, voilà, la voiture, les vêtements. Voilà. Il faut faire attention. Il y a une ressource fixe sur la planète. Vous savez qu'on est déjà débiteur. On a déjà entamé les ressources des générations à venir. C'est terrible. On tape dans le petit cochon de nos enfants. Donc, où on arrête tout de suite avec une décision planétaire, alors une vraie globalisation, pour le coup, intelligente, et une commission de Bruxelles qui mène la danse. L'Europe peut donner l'exemple, parce que nous sommes quand même le pays de la civilisation de consommation, où on fait ça courageusement. Et voilà où Macron a un rôle génial. Il nomme Hulot Premier ministre, en disant, voilà, Édouard Philippe, on arrête. Il dit, tu t'en vas pas. Non seulement tu t'en vas pas, tu prends Matignon, et tu fais de la France le pays qui sera le premier à montrer l'exemple sur un freinage de la croissance, en faisant du bon libéralisme tocquevillien. Il s'agit d'appauvrir personne, mais on arrête de faire cette surenchère avec les grandes surfaces, la surconsommation. Voilà mon projet. Quelques commentaires d'internautes. Christian nous dit « J'ai déjà du mal à payer mon loyer et mes factures, alors payer plus cher, c'est pour les bobos !» Point d'exclamation. Ça a l'air humoristique, mais pas que. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Babino nous dit « Il faut une politique gouvernementale d'envergure sur le climat, comme Hulot le souhaitait. » Babino, qui est un légacien. Donc, sur ce sujet, Gepetto nous dit « Le problème se réglera de lui-même quand les hydrocarbures seront épuisés. » Jean-Michel demande des sanctions pour les gros pollueurs de type États-Unis, Inde ou Chine. Et cet autre commentaire, le gouvernement doit montrer l'exemple, montrer le chemin. Or, il ne le fait pas. Anne Fulda, votre point de vue sur ce sujet? Je ne sais pas si je militerai pour la nomination de Nicolas Hulot comme Premier ministre, quoique, en fait, je suis assez d'accord avec Perico, parce que je pense que là, les rapports s'accumulent année après année, les cris d'alerte s'accumulent, il ne se passe rien, donc il faut un électrochoc. Et revenons à Nicolas Hulot. Pourquoi les termes qu'il a utilisés quand il a expliqué sa démission? Il a dit je pars parce que je ne sers à rien. C'est ça qu'il a dit. Exactement. Ça ne sert à rien. Donc ça veut dire que ces mises en garde, alors c'était peut-être pas la bonne personne, j'en sais rien, mais ces mises en garde n'ont pas été entendues.
il faut effectivement un électrochoc qui doit se produire, pas seulement au niveau national. On voit bien, c'est un changement de culture radical. Alors, est-ce que c'est là... Dans l'application exacte, je ne suis pas sûre d'être complètement d'accord avec vous. Néanmoins, il faut un électrochoc, c'est sûr. Que là, sinon, on va encore avoir un rapport dans 2 ans qui dira la même chose et il ne se passe rien. Oui, parce que vous parliez du signal d'alarme de Nicolas Hulot, mais il n'est pas le seul à en avoir lancé. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron, c'était déjà il y a 10 mois. Et on ne pourra pas dire qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on est en train de décider à ne pas changer. On décide juste qu'il y en a plusieurs autour de cette table qui vont disparaître, leur population avec eux. Ce que nous entamons aujourd'hui, c'est le temps de l'action, parce que l'urgence est devenue permanente. Voilà. Oui, mais c'est des mots. Emmanuel Macron, mais après, il faut que ça... Emmanuel Macron qui s'exprimait au One Planet Summit à Paris en décembre dernier. On se demandait si les gens étaient vraiment mobilisés là-dessus. Regardez, la question du jour, c'est sur le Figaro.fr. Êtes-vous prêt à payer votre énergie plus cher pour lutter contre le réchauffement climatique? Vous voyez, il y a quand même une majorité qui dit non. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Marin de Viry, ce contraste entre ces cris d'alarme quasiment quotidiens et ce relatif désintérêt quand même de la population? Mais parce que la motivation fondamentale, elle passe par la solvabilisation du marché de la transition énergétique. C'est-à-dire l'écologie, c'est trop cher? Oui, enfin l'écologie, c'est trop cher. Si vous avez, comment dirais-je, une masse critique d'entreprises du CAC 40 qui sont directement intéressées à faire la transition écologique, si vous avez une politique fiscale d'accompagnement, si vous avez un accompagnement administratif, un accompagnement territorial, etc., on commence à pouvoir avoir des leviers. Mais est-ce que véritablement les politiques sont pensées de telle sorte à aboutir à cette mobilisation et à mobiliser ces moyens? Je ne le pense pas. Donc on peut avoir comme ça 2 ou 3 ou 4 hulots qui ne servent à rien, parce qu'il faut de la solvabilité. Voilà. Regardez les mesures sur les hybrides, sur les voitures hybrides. Regardez les mesures sur l'isolation des bâtiments. Ce sont des mesures qui fonctionnent à la condition qu'il y ait de l'incitation fiscale, qui est une forme de solvabilisation, mais il n'y a pas qu'elle. Il y en a d'autres. Voilà. Richard Bouygues, c'est un peu désespérant cette forme de désintérêt des Français pour cet enjeu écologique. Pour vous, qui vous nous l'avez expliqué, être très sensibilisé à ce sujet? Moi, je ne pense pas qu'il y a une déresponsabilisation, une démotivation. Je pense que la manière, par contre, dont on pose le débat est souvent maladroite. Et je pense en plus qu'on a donné, je dis un on collectif, on a donné l'impression qu'on était un petit peu avec plusieurs alertes qui nous sont arrivées. Le rapport du GIEC est un des rapports les plus optimistes par rapport au rapport de précédents scientifiques qui nous avait dit qu'en gros, on était vraiment très mal parti. Là, on nous dit... On est mal parti, mais il y a encore le temps et l'espace pour des solutions. Donc c'est presque un rapport optimiste, le rapport du GIEC, par rapport à ce qu'on a lu. Mais je pense qu'à un moment donné, les décideurs politiques ne peuvent pas, à un moment donné, entendre ces rapports, les commander et ne rien en faire. Je pense effectivement qu'il faut arrêter, qu'il faut maintenant prendre des décisions. Et le discours d'Emmanuel Macron, il y a 10 mois, est à remettre pratiquement au regard des décisions qui ont été prises par le gouvernement sur ces 10 derniers mois et qui montrent qu'à un moment donné, et dans le réchauffement climatique et dans la transition écologique, on a pris des mesures de la part de ce gouvernement qui allaient à l'encontre. On dit qu'on veut en gros améliorer la santé des Français, mais quand il faut interdire le glyphosate, c'est compliqué. Quand il faut subventionner plus durablement l'agriculture biologique, on supprime les subventions. Et on dit qu'il faut aller plus vite sur tout ce qui est la fin des centrales à charbon, mais on traîne. Et on dit qu'il faut changer le mix énergétique, et on retraîne encore. Bref, il y a un temps où à un moment donné, on peut entendre les paroles, mais quand il s'agit de passer à l'action, et moi je crois que c'est ça qui désespère les Français, c'est le décalage entre le temps de la parole et le temps de l'action. Quelques éléments un peu épars, mais qui peut-être disent quelque chose de l'époque. Jair Bolsonaro, le leader d'extrême droite brésilien, est arrivé très largement en tête hier du premier tour de l'élection présidentielle dans son pays. Marine Le Pen rencontre aujourd'hui Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien. Steve Bannon, qui a été l'un des proches conseillers de Donald Trump, rêve de fédérer l'ensemble des mouvements populistes européens. Ça fait la une du Figaro de ce matin. Est-ce que tout ça, c'est un même mouvement? Est-ce qu'il y a une cohérence? Écoutez ce qu'en pense le géographe Christophe Guilluy. C'est lui qui avait inventé le concept de France périphérique. Son dernier livre s'appelle No Society, la fin de la classe moyenne. Et il était ce matin sur le plateau de Conversation avec Marie-Laetitia Bonavita.
Ce qui arrive aujourd'hui n'est absolument pas conjoncturel. Il n'est pas lié au talent de tel ou tel populiste, au talent d'un Trump, à la coupe de cheveux de Trump ou au talent de Salvini, etc. La vague populiste, qu'on appelle la vague populiste un peu partout dans le monde, c'est à chaque fois, et pourtant il y a des contextes nationaux qui sont différents, les mêmes ressorts. Ça repose sur deux choses. Un territoire, France périphérique, Amérique périphérique, le monde des périphéries, petites villes, villes moyennes, zones rurales, et une sociologie. La sociologie, c'est effectivement, est représentée par ce socle de l'ancienne classe moyenne, des catégories modestes populaires, et vous allez retrouver ce schéma, quel que soit le pays. Marine Viry, c'est toujours le même mouvement, c'est-à-dire c'est une classe moyenne en voie de paupérisation qui se révolte contre la mondialisation, pour faire très très court. Oui, enfin, ce sont quand même des mouvements nationalistes. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que quand on voit Marine Le Pen et Salvini, on se dit que les nationalistes ont du mal à faire des internationales, si je puis dire, ce qui paraît assez logique. Parce que, en réalité, ce sont des gens qui ne visent pas du tout les mêmes objectifs, qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts, etc. Parce qu'ils sont nationalistes. Qu'est-ce que vous voyez comme différence, par exemple, entre Salvini et Marine Le Pen? Ils sont tous les deux contre l'immigration, contre l'Europe libérale? Dans la mesure où c'est deux préférences nationales d'abord, si vous voulez, c'est la même chose, mais dans la mesure où c'est deux préférences nationales d'abord, ça paraît assez difficile de dégager des politiques communes, une idée de l'Europe, etc., etc. Bon, donc moi, je vois l'extrême droite comme le résultat de ce que dit Julie, c'est-à-dire fondamentalement comment dirais-je, un déficit des politiques sur le plan de l'explication, la pédagogie vis-à-vis de tous les désespérés, vis-à-vis de tous les laissés pour compte, mais pas seulement, aussi les gens qui tout simplement ne se sentent pas représentés et qui vont pas forcément très mal. Bon, on disait en France, il y a toujours une clientèle pour l'extrême droite et ça va jamais au-delà de 30%, ça commence à être faux, c'est-à-dire que c'est en train de passer en ce moment de 30 à 50%. Et c'est un mouvement qui est possible partout en Europe et qui est extrêmement regrettable. Et puis voilà. Frédéric Olégas, tout ça, c'est le même mouvement pour vous? Je suis très étonné qu'en République française, dialectiquement et intellectuellement, on utilise le mot populisme. Populisme, ça veut dire il va dans le sens de la populace. Ça veut dire qu'on a un mépris du peuple terrible. Ce sont des mouvements qui ont des orientations politiques. Mais le populisme, c'est un ultra-démagogue qui fait 2-3% et qui fait des propositions totalement folles parce qu'il sait qu'il n'y en aura jamais. Là, c'est le peuple français, c'est le peuple italien. Donc, c'est pas populiste, c'est le peuple français, c'est le peuple italien. Donc, utiliser le mot populiste, c'est faire le lit du fascisme. Alors là, pour le coup, c'est la fascisation de la société. Bannissons le terme populiste du débat politique et démocratique, ce sont des partis qui ont des convictions. Ils sont arrivés au pouvoir par le suffrage universel face à l'échec, aux mensonges et aux tromperies des autres partis. Alors, corrigeons les mensonges qui les ont amenés. Maréchal Pétain disait « je vais ces mensonges c'est Emmanuel Berle ». Voilà, rectifions. Tant de mal. Mais non, c'est pour ça, donc c'est absurde, à ce moment-là, on n'en sort plus. Rectifions ce qui fait que ces populations massives, à travers le suffrage universel, dans le monde entier, États-Unis, Brésil, Hongrie, c'est quoi? C'était des fachos, ces gens-là, les 10,5 millions d'électeurs du Front National, et les Italiens qui ont voté Salvini, c'était les citoyens qui votaient à gauche, qui votaient communiste, il n'y a pas longtemps. Ce sont des gens exaspérés, indignés, de voir le mensonge et le vol s'installer en Europe. On leur a promis, ils ont cru à ces promesses, ils ont cru au rêve européen, ils ont cru quelque part au rêve libéral, on leur a tout promis. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe générale. Ces gens-là sont dans un instant de révolte. Alors, ce sont des révoltés, ce ne sont pas des populistes, alors que les autres évidemment, bénéficient de ce mouvement. Il n'empêche que, je reviens à la formule de Fabius, tous ces partis avec lesquels je ne partage rien, ils posent quand même les bonnes questions auxquelles, pour l'instant, nous avons apporté les mauvaises réponses. Richard Bouygues. Je revenais sur ce que disait Christophe Guilly dans le bout d'émission que vous avez présenté. Ça ne marche pas pour le Brésil, ce que dit Christophe Guilly, puisque en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas la population pauvre, ce n'est pas la population avec un niveau d'éducation et de formation initiale infra qui a voté pour le candidat de l'extrême droite. C'est au contraire les couches les plus aisées de la société. D'ailleurs, je vous coupe une seconde parce qu'on lui posait la question sur le mouvement européen. On ne lui posait pas la question sur le Brésil. C'est peut-être pour ça qu'il a répondu comme ça. Voilà, sur les trois graphiques qu'on a, on voit quand même que sur la population qui est la plus élevée à la fois dans la formation initiale et dans les emplois, elle a voté très majoritairement pour le candidat de l'extrême droite. Quand on va sur la population qui est
la moins formée, la moins éduquée, celle qui a le moins de pouvoir d'achat et de CSP plutôt basse. Là, on s'aperçoit que c'est pas exactement la même chose et le Parti des travaillistes est un petit peu devant l'extrême droite sur les sondages tels qu'ils sont sortis. Pourquoi je dis ça? Parce que en France, ce serait pas du tout la même chose. L'électorat frontiste, on le voit bien, a plutôt des ressorts dans une population qui est plutôt celle qui est moins qualifiée, moins formée que celle des grandes CSP+, et des bons bagages intellectuels et universitaires. Pourquoi je dis ça? C'est quand on dit est-ce que c'est la même chose? C'est pas forcément la même chose parce que quand même, c'est à la fois relié à des histoires de l'extrême droite qui ne sont pas forcément les mêmes. L'extrême droite au Brésil a une histoire qui n'est pas exactement l'histoire de l'extrême droite en France, ni celle en Italie. Et ça joue à un moment donné, quand on a un candidat d'extrême droite au Brésil qui ne cesse de faire des allusions à ce qui s'est passé dans les années de la dictature, c'est pas exactement ce qu'il est possible de faire pour Salvini, ce qu'il est possible de faire pour Marine Le Pen, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, à un moment donné, des envies, des projets communs, et je suis d'accord, ça prospère sur les défaillances des précédents gouvernements, et au Brésil, le ras-le-bol du PT, c'est notamment le ras-le-bol des scandales du PT, c'est l'insécurité qui a augmenté ces dernières années. Voilà, on voit bien qu'il y a des contextes. Lula. Exactement, on voit bien qu'il y a mais il y a quand même des contextes nationaux qui fait que tout relié, c'est à la fois tentant et en même temps, attention, il y a bien des particularités qui sont celles de l'histoire. Imaginez que si Mélenchon était en prison, ça modifierait légèrement la carte électorale française, emprisonné pour rapt et autres escroqueries. C'est ce qui s'est passé au Brésil. Leur grand leader est au président Lula qui a été mis en prison pour corruption. Anne Fulda, donc vous êtes d'accord, le Brésil c'est loin. En revanche, le phénomène européen, vous le trouvez assez univoque? C'est vrai qu'on semble voir dans le phénomène européen, mais ce qui a été excellemment dit par Julie, c'est ce sentiment commun d'exclusion, d'impression d'une classe populaire qui n'est pas entendue, qui rencontre des problèmes qui ne sont pas pris en compte par les classes dirigeantes, et on revient toujours à la même chose. Ces problèmes, on les connaît, c'est les problèmes d'immigration, d'intégration, de l'islam radical. Et la majorité des personnes qui apportent leur voix au parti populiste se sentent finalement incompris, quoi. Incompris et surtout pas entendus, c'est vrai. Donc le point commun, c'est ça, c'est l'exclusion et le sentiment d'incompréhension des pouvoirs en place. Quelques réactions d'internautes. Antimac nous dit « Je pense qu'il y a des différences de niveau et de cause en matière de populisme ». C'est un petit peu l'idée qu'on a effectivement développée. Tandis que Sébastien estime que l'erreur des gauches du monde entier a toujours été de nier l'importance de l'aspect identitaire dans la structuration des sociétés humaines. Et Lino nous dit « Arrêtez de croire que le problème est la pédagogie. Les gens ne sont pas bêtes ». Il y a peut-être un paradoxe dans ce mouvement peut-être d'unification en marche des populismes européens, même si Perico Légas n'aime pas l'expression, c'est que c'est un Américain qui est un peu à la manœuvre. Hein. Ça a fait la une du Figaro de ce matin, Steve Bannon, qui était l'homme qui avait conseillé Donald Trump. Et justement, c'est un peu paradoxal que ce soit un non-européen. D'ailleurs, ça pose un petit problème quand même à Marine Le Pen. Écoutez-la parler de Steve Bannon. Monsieur Bannon n'est pas issu d'un pays européen. Il est un Américain. La force politique qui naîtra des élections en Europe, c'est nous et nous seuls qui la structurerons, car nous sommes attachés à notre liberté, attachés à notre souveraineté. Marin de Viry, donc Bannon peut-être mis hors jeu, mais quand même on entend dans la déclaration de Marine Le Pen, donc c'était ce matin à Rome, au moment de la conférence de presse commune avec Matteo Salvini, une volonté de faire naître une force politique commune. Ouais, je suis assez étonné qu'elle se sente gênée par la position qu'a prise Bannon, visant en quelque sorte à structurer ou à donner au mouvement populiste, parce qu'en réalité, elle n'avait pas besoin de s'en défendre, et je ne comprends pas pourquoi elle s'en est défendue. Elle doit penser que ça peut être récupéré par le macronisme pour dire, voyez, finalement, vous êtes anti-atlantisme, mais finalement, vous faites dicter votre conduite. Oui, bon, d'accord. Par un agent de l'étranger. La tradition anti-américaine. Et puis elle aurait peut-être bien aimé jouer ce rôle-là, Marine Le Pen. Il y a quelques mois en arrière, avant une présidentielle et un débat télévisé, je crois qu'elle aurait bien aimé être celle qui, justement, était la chef d'orchestre de ce mouvement en Europe. Elle aurait bien aimé ça. Elle avait quand même organisé plusieurs fois des rassemblements dans lesquels elle était
invitées, les derniers à Cologne ou autres, où elle rassemblait l'extrême droite, d'ailleurs, où il y avait déjà eu des tensions, puisque certains partis n'avaient pas souhaité être sur la photo de famille, entre guillemets. Donc, je crois qu'elle a aussi envie de reprendre un peu la main, sachant qu'avec Salvini, elle joue un tango qui est compliqué. Anne Filter, est-ce qu'il faut forcément un leader européen pour ce mouvement, ou bien est-ce que chacun peut réussir dans son propre pays, sachant, comme le disait Marine Viry, que ce sont quand même des mouvements nationaux ou nationalistes, donc c'est bien, ça semble ce serait paradoxal. Oui, ça semble effectivement paradoxal qu'il y ait un mouvement européen pour des mouvements qui se veulent tous nationalistes, et donc pour le retour de la primeur du primat de la nation. Et puis Marine Le Pen ne me semble pas vraiment en position de force pour avoir ce rôle aujourd'hui. Je pense qu'elle est encore marquée par sa défaite de la présidentielle qui a été aussi observée à l'étranger, je pense. Donc c'est sûrement pas elle qui aura ce rôle si jamais un tel rôle doit émerger. Oui, et puis elle, contrairement à Salvini, elle n'est pas au pouvoir. Attention, les nationalistes savent s'unir. On a vu dans l'histoire des partis nationalistes s'unir, on en a des souvenirs catastrophiques. Donc ne disons pas que parce qu'on est nationaliste, on est en autarcie. Il y a des solidarités nationalistes et même internationalistes qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques. En tout cas, c'est vraiment la fin de l'idée de l'Europe des patries, l'idée gaulliste. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça représente à peine 10%, si je peux dire, des voix qui s'expriment sur la question nationale, européenne ou nationale. L'Europe des patries. Attendez, ils représentent quand même des gens qui veulent réinscrire la nation et la patrie à l'ordre du jour de leur destin, en même temps que l'Europe. Mais je parle des électeurs. Oui, d'accord, mais cette dialectique-là, qui est une dialectique raisonnable, gaulliste, traditionnelle, etc., qui a le droit de citer, en fait, dans le débat politique français, j'ai l'impression qu'elle est très faiblement présentée. C'est Nicolas Dupont-Aignan. Oui, voilà, c'est ça, ça fait 5-6%. Oui. Dans sa définition légitime. Oui, dans sa définition légitime, mais pas... Laurent Wauquiez pourrait prendre la place. Oui, s'il le voulait. Peut-être qu'il y aspire. Peut-être qu'il y aspire. Puis peut-être aussi que tous ces mouvements populistes, nationalistes, on les appelle comme on voudra, ils sont peut-être différents, mais ils peuvent voter ensemble une fois qu'ils seront élus au Parlement européen, parce que n'oublions pas que c'est ça la prochaine échéance. Ça fait longtemps que le RPR et l'UMP ne représentent plus le gaullisme. Le général il a fait du ventilateur l'autre jour quand il a entendu le président Macron parler en son nom. Voilà, le gaullisme c'est quelque chose de très précis, de très grand, et c'est vrai, c'est un paradoxe. Il est très peu représenté en France. Dans sa lettre fondamentale. Avec le paradoxe, c'est que pour le moment, aujourd'hui, la campagne n'est pas lancée, mais les intentions de vote pour Marine Le Pen aux élections européennes, vu le contexte, sont plutôt en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'elle. 20%, finalement, c'est pas exactement ce qu'on pouvait attendre sur une élection où habituellement elle pouvait aller plus loin et où surtout elle est dans l'opposition à un gouvernement qui ne fonctionne pas. Ce qui prouve bien que la trace laissée par la présidentielle est encore un peu présente, notamment chez les sympathisants. Après le débat, c'est un miracle qu'elle fasse 20%. Voilà, moi je dis le verre dans l'autre sens. Après le débat de l'entre-deux-maires, qu'elle fasse encore 20%, c'est hallucinant. Par rapport au score habituel et aux européennes. Et après le débat, elle aurait dû faire 12. Merci. Il y a une dizaine de jours, le président de la République était sur l'île de Saint-Martin. Il s'est fait prendre en photo avec deux jeunes gens qui en ont profité pour faire un doigt d'honneur. Cette scène a valu au président une lettre ouverte du philosophe Michel Onfray, revenant sur cette photo polémique, filant de façon explicite la métaphore sexuelle. Je voudrais vous faire réagir sur une décision qui a été prise par une chaîne de télévision publique, France 5 en l'occurrence, et la présentatrice d'une de ces émissions, Marina Carrère-Dancos, de ne pas inviter Michel Onfray à la suite de cette attitude. Michel Onfray, lui, se défend en disant « Mais j'ai le droit, moi aussi, à la satire. » Écoutez, il était ce matin sur CNews. Est-ce qu'on a le droit d'être Charlie quand on est philosophe ? Est-ce qu'on a le droit de faire ce que, par exemple, font les dessinateurs de Ciné Hebdo, Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné quand on est philosophe ? C'est-à-dire utiliser une tradition qui est celle de la satire. Alors, pour lancer le débat, je vous propose de prendre connaissance de cette déclaration d'un monsieur qui s'appelle Christian Gérin. Vous ne saviez sans doute pas qui c'était, moi non plus. C'est l'ancien producteur du Magazine de la Santé. Donc, l'émission de France 5, dont Michel Onfray a été déprogrammé. Et voilà ce qu'il dit. « J'ai appelé Marina Carrère-Dancos pour lui dire « Tu déconnes à plein tube, je trouve le texte de Michel Onfray graveleux et de mauvais goût, mais c'est au tribunal de juger s'il est homophobe. C'est lamentable de décommander pour ces raisons. De quel droit on censure un philosophe ?» On est un peu là sur la question de principe, au-delà de cette polémique. Est-ce qu'on censure ou est-ce qu'on ne censure pas, Marin de Viry ? Alors, j'ai lu, enfin plus exactement, j'ai écouté le message vidéo qu'il a dans son entièreté, qu'il a fait dans son entièreté. Celui de Michel Onfray. Celui de Michel Onfray, absolument. Qui a lu sa lettre sur son compte. Oui, absolument, absolument. Sur sa webcam. Sur sa webcam. Moi, je trouve, alors,
point, je n'ai pas vu la moindre trace d'homophobie. Mais peu importe, il paraît, alors aujourd'hui, j'ai l'impression que ce thème-là... Pour nous, moi, ce qui me frappe surtout avec Onfray dans cette affaire, c'est que, et il a raison de le noter d'ailleurs, il y a un problème de catégorie. Moi, je ne pense pas qu'Onfray soit un philosophe au sens où j'appelle philosophe, si je puis dire, et c'est autre chose, c'est une sorte de commentateur, etc. Bon. Et puis, là, il est rentré dans la catégorie des proches. Au fond, c'est le tribunal des flagrants délires, sa lettre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. On a l'impression que c'est du déproche, moins les métaphores filées, moins, comment dirais-je, cette espèce de lexique formidablement riche et drôle qu'avait des proches. Mais bon, c'est ça, voilà. C'est ça. Effectivement, il file la métaphore sexuelle et même homosexuelle, ça c'est clair, mais c'est pas du tout pour autant homophobe. Voilà. Et je ne vois vraiment pas au nom de quoi il pourrait y avoir la moindre censure. Alors, vraiment pas au nom de quoi il pourrait y avoir la moindre censure. Je ne comprends même pas l'idée qu'on puisse dire que ceci engendre une réaction du service public. Enfin, ou alors on est dans un monde différent. Voilà. Je pense que c'est quand même, pour moi, la photo est une œuvre d'art. Avec le président de la République française. Je vois De Gaulle avec un doigt, ou Pompidou avec un doigt. Voilà, avec deux beaux garçons dépoitraillés, puis alors dans cette intimité. C'est magnifique, c'est un changement de civilisation. C'est une œuvre d'art. Et le texte de Michel Onfray, en bas, c'est l'autre œuvre d'art qui répond à ça. Oui. Voilà. À part ça, je pense que... On censure pas non, c'est pas ça. C'est qu'on a tellement peur, parce qu'il peut se fâcher. La lettre, elle est terrifiante. Quand je l'ai lue, et on me l'a fait lire parce que... Enfin, on me l'a fait regarder parce que c'était bien lui, et Michel est un ami, et j'étais scotché quand même. Je veux dire. Et je pense que le lire présidentiel, parce qu'il peut être rancunier, le président de la République, quand on lui fait des blagues de ce genre, et les journalistes ont déjà peur, s'ils invitent Onfray, là, je veux dire, il va être éliminé parce qu'on a peur des foudres élyséennes. France Culture, déjà. Alors déjà, ça avait commencé. Alors, il est interdit à France Culture. C'est la diffusion, je crois, de ses conférences sur France Culture qui s'arrête, mais ça, c'était avant l'Université populaire de Caen, ça c'était avant. Voilà, donc France Culture a décidé d'arrêter la diffusion. Et là, c'est France 5, mais sur une émission qui est une émission de santé. Donc il n'allait pas parler du président de la République, il n'allait pas revenir sur cette lettre-là, qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, qu'on trouve que le style est un peu moyen, graveleux. Pas vraiment celui d'un philosophe. Qu'importe, je crois qu'il devait témoigner de l'AVC qu'il avait eu. Donc voilà. Oui, il devait parler de son AVC. Oui, donc là, je pense qu'il y a un peu de zèle. Quand même. Mais ce qui est vrai, c'est que le ton d'Onfray est légèrement menaçant. C'est pour ça qu'il est menaçant, et notamment, il revient sur l'affaire Benalla, sur les zones d'ombre de l'affaire Benalla, et en disant, là, il y a absolument le patrimoine financier du président de la République. Donc il y a toutes sortes de choses qui sont quand même... C'est un j'accuse. Oui, qui sont... Avec peu de doigté. Tous les angles... Voilà. J'accuse sans doigté. Richard, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous le dis clairement, comme directeur de journal, je n'aurais pas publié la lettre d'Onfray, parce que, alors c'est peut-être une question de style, je trouve que ça n'avait pas sa place dans le Figaro Magazine. Est-ce que je l'aurais... Vous avez même eu idée de la publier, ça Est-ce que je l'aurais invité s'il avait été responsable d'une émission à la télévision publique? Je ne sais pas, je vous demande votre avis du coup. Moi, je ne suis pas tellement... un fan de l'écriture et du ton qui a été employé sur cette lettre. Je crois qu'on est d'accord, c'est un style qui est très particulier, qui est effectivement peut-être menaçant, mais qui ne met pas très à l'aise. Moi, je trouve à la lecture que c'est plutôt c'est un pamphlet, mais vraiment, alors grossier, graveleux. Je pense que Gérin a raison dans les mots qu'il emploie. Est-ce que pour autant ça vaut censure? Je ne sais pas, d'abord parce que c'est donner un peu beaucoup d'importance à celui qui de fait a écrit ces mots et ces phrases. Et d'autre part, c'est vrai que j'ai l'impression que les deux font la paire, quoi. Entre la photo initiale et puis j'allais dire, on est un peu dans le même mode. Le choc des photos. Ouais, c'est quelque chose qui est très étonnant, qui me met un peu mal à l'aise. Et si le niveau du débat et le niveau de la photo est à ce point-là, alors ça interroge un petit peu beaucoup dans le moment qu'on traverse. Avec ce mot mal à l'aise. On est mal à l'aise. Vous avez complètement raison. On est mal à l'aise quand on voit cette photo parce qu'on se dit on croit rêver, quoi. Et on est mal à l'aise quand on lit la lettre aussi. Voilà. Vous avez complètement raison. À l'époque Baudrillard, en fait, c'est-à-dire à l'époque de l'obscénité. Baudrillard parlait de l'obscénité, c'est-à-dire ce qui est en dehors de la scène. Le président est en dehors de la scène présidentielle et Onfray, il est en dehors de la scène philosophique. Et les deux se répondent. Si jamais il la cherche encore, disons. Quelques réactions d'internautes. Babino qui nous dit... c'est un essai satirique, délibérément provocateur. Accuser Onfray d'homophobie, c'est la meilleure façon de le faire taire. Antimac nous dit l'essentiel, c'est la liberté de parole. On ne va quand même pas traîner tout le monde en justice. Et puis, il y a cette réflexion que je livre à votre commentaire. Zemmour, Onfray, Tadei, on vire les opposants. Vous pensez qu'il y a une volonté
de virer ceux qui ne pensent pas bien. Richard Bouygues, Éric Zemmour, c'est parce qu'il a été déprogrammé à On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier. Oui, je ne sais pas. Ils pensent tous quand même un petit peu de la même manière, ce que vous citez. Non, ils sont. Enfin, je ne sais pas. J'ai pas cette impression qu'il y ait une volonté de. Il y a une tendance un petit peu qui est paradoxale. C'est à la fois on a des gens qui dans le débat public sont de plus en plus dans l'affirmation, dans la revendication et qui mettent sur la table des idées qu'il y a quelques années on n'aurait pas entendues. Et puis il y a une espèce de mouvement aussi un peu de prêt-à-penser, de surtout ne pas sortir d'un politiquement correct. Les deux s'affrontent un peu. Moi j'ai vraiment encore l'impression qu'on est dans quelque chose d'assez stérile et que sur ce débat on mériterait un petit peu autre chose. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est ce dont on parle là, si on avait des systèmes où on ne programme pas tous les ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans les mêmes à la télé, peut-être qu'on ne se poserait pas cette question. Ça fait combien de temps que Zemmour est sur les ondes ? On peut peut-être changer, il y a peut-être d'autres gens à écouter, d'autres intellectuels, des vrais, d'autres philosophes, des vrais à entendre que ceux-là. Et qui fait la liste ? C'est pas le seul. Oui, c'est ça. C'est une bonne question, mais sur la réponse. Qui fait la liste ? Qui fait la liste aujourd'hui ? Des bons, qui c'est l'audimat qui fait la liste. Je pense qu'à l'audimat des livres, il y en a sûrement qui marche mieux aujourd'hui. Le président de la République voulait justement instaurer un espèce de groupe de réflexion et une législation là-dessus. Faites très attention à la Zemmour d'ailleurs qui est en tête des livres. Marin de Viret, un dernier mot. Non, mais juste, il y a un surmoi du journalisme de service public qui est à réinventer, c'est évident. Qui fait la liste est une excellente question. Et voilà. Eh bien, on restera sur cette excellente question posée par Perico Légas. Qui fait la liste ? Point de vue, ça revient demain avec Marie-Amélie Lombard. Qui fait la liste des invités ? C'est nous. Et on l'assume assez bien. Merci beaucoup de votre fidélité. À demain. Bonsoir.